Douceur. Cactus. J'avais un modèle de ce que je serais comme maman et je suis pas du tout comme ça. Bonjour, bonsoir et bienvenue. Il n'y a pas d'heure pour écouter un épisode de Douceur Cactus. Il n'y a pas d'heure puisque c'est un moment que vous vous accordez, seul avec ma voix dans les oreilles et celle de mes invités. Peut-être que vous nous écoutez en cuisinant, en courant, en marchant, en nageant. Ou tout simplement allongé sur votre canapé. Peut-être que c'est un moment où vous déconnectez. Peu importe, puisque le principal est que vous passiez un bon moment. Je m'appelle Aurélien Guilleneuf et je suis hypnothérapeute. Auparavant, j'ai beaucoup travaillé dans le digital et les réseaux sociaux. Alors aujourd'hui, je me suis spécialisé notamment dans la gestion des addictions numériques. Quand on parle des écrans, certaines personnes ont des avis bien tranchés. Tout noir, tout blanc. D'autres sont plutôt mitigés, voire totalement paumés. Entre ce qui se dit, ce qu'on comprend, ce dont on a envie, et ce qu'on fait réellement. En tout cas, un sujet revient quasiment systématiquement sur la table, les enfants. Alors aujourd'hui, on va parler de ce sujet bien particulier, les écrans et les enfants. Comment les uns peuvent-ils agir sur les autres ? Qu'est-ce qui est bon pour le développement des enfants et qu'est-ce qui l'est moins ? Et les parents dans tout ça ? Avant d'y répondre plus précisément, on va rencontrer Marion et Virginie, qui nous offrent un témoignage très intéressant puisqu'elles sont à la fois mamans et qu'elles travaillent dans une crèche. Ce sujet fait partie de leurs préoccupations, alors on les écoute et je vous retrouve juste après. Bonjour, je m'appelle Virginie, je suis maman de 2 enfants. J'ai une fille de 8 ans et demi et un garçon de 6 ans et je travaille en crèche en tant qu'auxiliaire petite enfance. Bonjour, je m'appelle Marion. Je suis maman d'une petite fille de 2 ans qui s'appelle Mila et je suis aussi directrice d'une micro-crèche. Moi déjà en tant que professionnelle, c'est quelque chose qui me questionne les écrans. Parce qu'effectivement, il y a de plus en plus de professionnels de santé qui nous alarment sur les effets que ça peut avoir sur les enfants. Là récemment, on a eu une campagne de publicité pour alerter justement sur les risques qu'il peut y avoir, notamment pas mal d'enfants qui ont des symptômes autistiques qui sont adressés pour être suivis. Il y a eu aussi pas mal de campagnes de prévention au niveau du langage surtout, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a de plus en plus d'enfants qui ont un retard au niveau du langage et donc ils sont en train de faire justement des expérimentations pour voir quelles répercussions ça peut avoir. Je pense que dans les modes de prévention aussi qu'on nous défend, on a tendance à beaucoup culpabiliser les parents. Et c'est vrai que généralement les parents veulent faire bien, ils les mettent souvent devant des écrans, des dessins animés éducatifs parce qu'ils pensent que ça sera mieux pour leur enfant, mais en fait on ne prévient pas forcément aussi des risques qu'il peut y avoir. Donc je pense que ce serait bien de donner plus d'informations aussi. C'est un peu notre rôle, c'est ce qu'on organise de temps en temps à la crèche, pouvoir faire des cafés parents sur ce sujet, pouvoir échanger, informer. Et puis aussi donner des alternatives. Donc c'est vrai que du coup on essaie de proposer pas mal d'ateliers pour pouvoir être en dehors des écrans mais pouvoir toucher, sentir, goûter, être vraiment plus près de la nature aussi pour trouver des alternatives. Parce que souvent les parents sont un petit peu perdus aussi, c'est qu'ils savent pas forcément quoi proposer d'adapter à l'âge de leur enfant. Donc on est là aussi pour les guider. C'est important de parler des écrans par rapport aux jeunes enfants parce que nous, en tant que professionnels, on est amenés à constater qu'il y a des enfants qui n'ont pas la même interaction que d'autres et qui n'ont pas la même façon de jouer en fait dans la structure. Et en fait, on a remarqué qu'on avait un enfant en crèche qui papillonnait sur les jouets et qui s'intéressait jamais vraiment à un jeu et qui
s'intéressait jamais vraiment aux autres enfants. Et à force de creuser, on a fini par apprendre que, en posant des questions à maman, quand on lui demandait c'est quoi ses jeux préférés, en fait, on avait surtout des listes de dessins animés comme réponse, et pas du tout des jouets comme des Lego, des voitures, etc. Et on avait pu remarquer chez cet enfant que il y avait ces fameux petits traits autistiques, par exemple, surtout sur le regard qui ne tenait pas. Donc en fait, c'est important d'expliquer aux parents que chez certains enfants, ça va pas forcément avoir beaucoup de conséquences, et chez d'autres, ça peut être très, très important, et ça peut gêner après leur développement à l'entrée à l'école. Par contre, ce que je peux dire, c'est qu'à partir du moment où on alerte les parents sur le fait que les écrans ont peut-être un effet un peu négatif sur leur enfant, et qu'on leur conseille de les limiter et d'éviter par exemple le matin, le soir, etc. On voit des effets sur les enfants qui justement avaient tendance à papillonner, qui commencent à plus rentrer dans des jeux, qui commencent à avoir plus d'imaginaire, qui commencent à plus communiquer avec les autres, qui commencent à tenir notre regard quand on est à leur hauteur, etc. Si on accompagne bien nos enfants sur ces écrans, il y a des vidéos qui sont très bien et qui les aident à apprendre des nouveaux mots, à voir des choses qu'ils ne voient pas forcément dans leur quotidien. J'ai l'exemple donc de mon fils avec ses lubies sur les volcans, le Titanic, etc. Il regarde des reportages qui sont normalement pour des adultes, mais il est capable de poser des questions pour chercher à comprendre des choses qu'il a entendues, qu'il a vues. Il apprend du coup des nouveaux mots. Donc c'est pas non plus que des mauvaises choses. Faut simplement savoir y poser des règles et savoir accompagner ses enfants sur les écrans. C'est vrai qu'en tant que maman, du coup, j'avais quand même pas mal de crises, surtout de mon fils qui a 6 ans. Et donc, avec le papa, on a pris la décision à un moment de se dire, on entend beaucoup parler du coup des effets des écrans sur les émotions des enfants. Donc, on a pris la décision de ne plus mettre d'écran le matin et de stopper la télé à partir de 19h le soir. Alors c'est pas facile, des fois ils sont pas contents parce que quand on a des horaires variables, des fois on rentre à la maison, il est 19h passé, donc il y a pas de télé après l'école. Par contre j'ai vu une différence où il y a passé à peu près une dizaine de jours, les enfants étaient plus calmes, s'endormaient plus facilement, il y avait moins de crises au moment de partir à l'école aussi, parce que c'est vrai qu'on avait des soucis sur les moments de transition, mettre les manteaux, enfiler les chaussures et tout, et c'est vrai que maintenant c'est quand même, c'est pas non plus une grande révolution, mais c'est beaucoup plus serein. Après, mes amis autour de moi n'ayant pas d'enfants, disons qu'ils écoutent ce que je dis, puis on verra bien ce qu'ils feront quand ils seront eux-mêmes parents. Quand t'es pas parent, oui. Je vais faire ça, et puis quand tu deviens parent, oui. Ça change. Moi j'avais un modèle très... j'avais un modèle de ce que je serais comme maman, et je suis pas du tout comme ça. Il y a ce qu'on veut, c'est-à-dire par rapport à ce qu'on entend, faut pas d'écran avant 3 ans, faut pas plus d'une heure, plus d'une demi-heure, etc. selon l'âge des enfants. Donc il y a ce qu'on entend, il y a ce qu'on voudrait faire, et il y a ce qu'on est en capacité réelle de faire. Et je pense qu'il y a beaucoup de parents, en tout cas moi je fais partie de ce type de parents, qui quand on est un peu fatigué, quand on a quelque chose à faire, qu'on veut pas avoir les enfants dans les jambes, faut le dire comme ça clairement, c'est facile de les coller devant la télé, devant un ordinateur, devant YouTube, etc. Et c'est devenu quelque chose, c'est très accessible et c'est très simple pour un parent de se dire, c'est une nounou, quoi. La télé, c'est devenu une nounou et ça nous permet, nous, de nous libérer du temps. Elle est encore un petit peu petite pour que je puisse voir vraiment les effets, mais je vois surtout au quotidien, elle est beaucoup dans l'imitation. En fait, c'est là que je me rends compte que on a toute la journée nos écrans, nos smartphones avec nous. Et voilà, il n'y a pas plus tard qu'il y a 2 semaines, elle s'est mise à prendre une télécommande et à taper dessus, reposer, la reprendre comme si elle ne pouvait pas s'en séparer déjà. Je me suis dit, en fait, elle est complètement dans l'imitation, donc ça veut dire que c'est ce qu'elle voit déjà au quotidien. Ça nous fait réfléchir, nous aussi, à notre rapport aux écrans finalement, et au fait que on l'a toute la journée et qu'on a du mal aussi à s'en passer. Donc ça permet de réfléchir aussi d'abord sur son propre rapport aux écrans et puis
Puis ensuite, par rapport aux enfants aussi, ce qu'on en fait, on a plein en tant que maman, et du coup je comprends mieux aussi les parents qu'on reçoit au quotidien, pour pouvoir être moins dans le jugement, dans l'accompagnement. Je veux dire, ce qui est assez hallucinant, c'est qu'on a un enfant qui commande à Noël un appareil photo pour pouvoir prendre juste des photos pendant les vacances, et que cet appareil photo arrive, le beau appareil photo VTech, et puis qu'il prend pas que des photos, il a aussi des jeux vidéo. Donc, où est l'intérêt pour l'enfant d'avoir un appareil photo qui fait aussi des jeux vidéo? Ils font déjà des tablettes, c'est une marque qui fait déjà beaucoup de choses. Pourquoi avoir intégré des jeux dans un appareil photo? Alors que l'idée de prendre des photos, c'est un petit écran au départ, mais c'est une autre façon d'imaginer le monde. Qui a l'idée d'avoir été mettre un jeu? Donc en fait, on s'en sort pas trop en tant que parent, finalement. On est un peu prisonnier de tout ça. C'est-à-dire que ça devient compliqué de trouver finalement des jeux sans forcément tomber sur des écrans. Effectivement, il existe toujours des jeux en bois, etc. Mais dès qu'on veut taper un petit peu dans ce qui est... parce qu'il ne faut pas oublier que les écrans, quand même, ils vont devoir les utiliser à un moment. Donc, même si on veut les habituer un peu, le fameux appareil photo qui a des jeux vidéo, on ne sait pas pourquoi. Enfin, on veut juste un appareil photo qui prend des photos. D'arrêter de faire en sorte que les enfants soient attirés par ces écrans dès le plus jeune âge. C'est pas des objets de consommation. Faut leur permettre de se créer déjà par les jeux avant de leur donner envie d'utiliser des écrans. C'est pas évident parce que on a notre regard de professionnel et de maman, et effectivement quand on est en couple on n'a pas forcément toujours la même vision et le même rapport aux écrans, mais effectivement c'est une occasion de pouvoir en discuter sans notre fille d'ailleurs au milieu, c'est mieux. Mais de pouvoir échanger les points de vue et essayer de fixer justement des limites pour pas que ça déborde trop. Ça fait des conversations le soir plutôt que de regarder la télé. Ça permet de discuter de qu'est-ce qu'on veut exactement pour nos enfants, qu'est-ce qu'on met comme nouvelles règles, comment est-ce qu'on l'instaure. Du coup, c'est une décision qui se prend en couple avec le papa et la maman. C'est un sujet difficile où chacun a des points de vue différents et où les émotions sont assez partagées, extrémistes. Parce que finalement, même nous, en tant que professionnels, dans une même équipe, on n'a pas les mêmes idées là-dessus. Selon l'âge aussi qu'on a, on n'a pas forcément évolué de la même façon avec les écrans. Je pense que quelqu'un qui a la vingtaine maintenant et quelqu'un qui a la trentaine n'a pas le même rapport aux écrans. Parce que l'exposition, peut-être pas la surexposition, mais l'exposition du coup n'a pas été la même déjà durant l'adolescence, etc. En tout cas, c'est bien d'en prendre conscience et de se questionner au quotidien aussi par rapport à ça. En effet, c'est important de parler de ce sujet et d'y réfléchir. C'est justement pour ça que j'ai créé ce podcast Douceur Cactus. Alors on va pas se laisser abattre par les discours alarmants, parfois un peu trop, qu'on entend dans les médias et à la machine à café. Il y a des solutions. Tout n'est pas tout noir et tout n'est pas tout blanc. Derrière ce qui se dit, il y a surtout beaucoup de parents soucieux du bien-être de leurs enfants, mais aussi parfois un peu perdus. Les écrans sont à la fois des sources de divertissement, de plaisir et d'apprentissage. Les tablettes sont d'ailleurs maintenant utilisées à l'école depuis plusieurs années. Mais en tant que parent, ça peut aussi être un substitut facile à une nounou parfois, quand on a besoin d'occuper les enfants pour faire autre chose. Et à force d'utiliser les écrans, pleins de couleurs, d'animations et de contenus en tout genre pour passer de bons moments, ces outils peuvent aussi devenir un peu comme un doudou affectif. On ne va pas dire qu'on ne le sait pas, car en tant qu'adulte, on est nombreux à avoir une relation avec son téléphone proche de celle qu'on avait avec son doudou quand on était enfant. Et on renvoie aussi cette image aux enfants qui nous entourent. Alors j'aimerais développer un peu le sujet. Dans un premier temps, pour mieux comprendre comment fonctionnent les addictions ou les comportements excessifs dans notre cerveau, je vous invite à écouter l'épisode numéro 3 de Douceur Cactus si vous ne l'avez pas déjà fait.
J'y explique notamment que l'être humain développe depuis son plus jeune âge 2 mécanismes naturels qui sont au centre des comportements addictifs. Le mécanisme de dépendance et le mécanisme de recherche de plaisir, ou d'évitement de la souffrance. Ce qu'il faut retenir, c'est surtout que la gestion des émotions est centrale dans nos comportements, et notamment dans nos comportements excessifs. Nos émotions varient, positives et négatives, tout au long des journées, tout au long de la vie. On sait plus ou moins y faire face, et c'est normal. Mais quand on est enfant, on découvre nos émotions, qui varient beaucoup en fonction de nos besoins. Les besoins des enfants, justement, évoluent très vite selon leur âge, selon les phases de développement. Grosso modo, ces phases de développement chez l'enfant suivent des étapes tous les 3 ans. À 3 ans, justement, l'entrée à l'école. À 6 ans, le passage en CP. À 9 ans, on développe et on maîtrise la lecture et l'écriture. Et puis à 12 ans, on arrive au collège. Ensuite, c'est l'adolescence. Et quand on parle des écrans et des enfants, on en vient très souvent au concept du 3-6-9-12, proposé en France par Serge Tisseron, psychiatre et docteur en psychologie. Les principes de ce concept se veulent relativement simples. Tout d'abord, jusqu'à 3 ans, éviter la télévision et les écrans. Jusqu'à 6 ans, pas de console de jeu personnelle. Jusqu'à 9 ans, accompagner l'enfant sur Internet. Et puis jusqu'à 12 ans, pas de réseaux sociaux et une connexion limitée. La règle du 3-6-9-12, c'est aussi s'assurer que l'enfant maîtrise les repères spatiaux et temporels avant d'être exposé aux écrans. C'est-à-dire que l'enfant est censé savoir empiler des cubes réels avant de savoir les empiler sur un écran. En termes de durée d'utilisation, par ailleurs, le principe de cette règle est de passer progressivement d'une demi-heure à 1 heure par jour entre 3 et 6 ans, puis d'1 heure à 2 heures de 6 à 12 ans, et de ne pas dépasser cette durée au-delà des 12 ans. En fait, pour faire un parallèle, de la même façon qu'il existe des règles pour introduire les laitages, les légumes, les viandes dans l'alimentation d'un enfant, ce concept s'apparente plus à une approche nutrition, c'est-à-dire chercher une meilleure consommation, qu'une approche régime, c'est-à-dire changer ou réduire ses habitudes. Enfin, comme l'explique Serge Tisseron, il n'est pas judicieux d'idéaliser les outils numériques, d'en attendre des miracles, et il n'est pas pertinent non plus de les diaboliser, de vouloir s'en passer totalement. Dernière information sur le développement des enfants, vers 5-6 ans en particulier, l'enfant construit et comprend la notion de l'interdit d'une manière générale. C'est à cet âge-là qu'il intègre qu'il a des limites et que tout ce qu'il veut ne pourra pas forcément lui être donné ou se réaliser. Il apprend donc la frustration. 5-6 ans, c'est donc une bonne période pour poser des règles et des limites, puisque l'enfant les comprend. La question à se poser d'une façon générale est donc principalement quel âge est trop jeune pour telle ou telle utilisation des écrans. Et il s'agit ensuite d'adapter les règles d'utilisation à l'âge de l'enfant. Pour terminer, j'aimerais aborder rapidement la notion d'attention dont on a parlé au début de l'épisode. Les technologies ont tendance à augmenter la capacité de notre cerveau à traiter des éléments visuels, mais à faire baisser notre capacité d'attention. En effet, il y a 3 facteurs qui semblent perturber le fonctionnement de la concentration et de l'attention. Le premier, c'est ce qu'on appelle le multitasking. Tenter de faire plusieurs choses en même temps, comme apprendre ses leçons tout en jetant un œil sur Instagram, ou regarder 2 écrans à la fois, la télé et le téléphone. Le deuxième, c'est le fait d'être bombardé d'informations, tellement qu'on a du mal à tout assimiler et à tout digérer mentalement. Enfin, le troisième, c'est le fait d'être interrompu fréquemment par des appels, des notifications, etc. Ce qu'il y a, c'est que la capacité d'attention est à l'origine de notre capacité de mémorisation. Je pense que c'est une information importante à avoir en tête, surtout quand on parle des enfants à qui on demande de mémoriser déjà beaucoup de choses à l'école. Il peut donc être judicieux de valoriser la notion d'attention et la qualité d'attention dans l'éducation des enfants. Par exemple, ne pas se détourner de l'histoire qu'on lit tant qu'elle est en cours, lire un livre jusqu'au bout quand on l'a commencé. Ça peut aussi se faire en proposant régulièrement des activités sans écran aux enfants, lecture, peinture, collage, pâte à sel, pâte à modeler, etc. À faire avec un parent si possible, pour inciter le partage d'activités et donc l'attention conjointe. D'autres épisodes de Douceur Cactus seront consacrés au sujet des enfants, parce qu'il y a forcément d'autres choses à dire. Mais on en a déjà dit pas mal pour aujourd'hui.
Alors selon vous, le numérique, c'est doux ou ça pique ? Si vous avez envie de partager votre témoignage dans ce podcast, il n'y a aucune raison d'hésiter. Vous pouvez m'envoyer un mail à podcast@douceurcactus.fr. Je vous répondrai avec plaisir. Vous pouvez aussi m'écrire pour partager vos avis, idées ou simplement dire bonjour. Merci pour votre soutien et à très bientôt.